Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre première séance de TIPE, encadrement TIPE, avec la classe MP3, la Esprit Prépa. Cette année, 2020-2021, l'intitulé du nouveau thème est Enjeux sociétaux. Puis, le jury français précise en son annexe que le thème pourra être décliné sur les champs suivants: environnement, sécurité et énergie. Voilà. Donc, quand on dit sécurité, on peut penser à la sécurité informatique. Quand on dit énergie, on peut penser à toute source d'énergie, mais plus spécifiquement maintenant avec l'avènement, c'est-à-dire de l'écologie. Je vous conseille d'aller chercher côté énergie renouvelable. Donc, qui dit énergie renouvelable, il dit énergie éolienne, énergie thermique de l'océan ou bien de la mer, énergie géothermique de la terre, énergie récupérée, par exemple, à partir des ondes acoustiques, c'est-à-dire toute source d'énergie non polluante. Bien évidemment, quand on parle en fait d'énergie, d'une source d'énergie non polluante, eh ben, on est en train de protéger notre environnement de la pollution. Donc après, est-ce que le sujet doit contenir en fait les trois termes? Personnellement, je pense que non. C'est-à-dire tu peux choisir un enjeu sociétal qui traite uniquement l'énergie, ou bien qui traite de la sécurité, ou bien de l'environnement. Après, si tu peux traiter ces trois champs, ces trois mots, ces trois termes, eh ben, ça sera riche et original et bénéfique pour toi d'un point de vue point après. C'est-à-dire tu auras en fait une bonne note. Allez, qu'est-ce que ça veut dire TIPE? TIPE, c'est travail d'initiative personnelle encadrée. Donc, l'initiative est personnelle. L'initiative est personnelle. Mais le travail est encadré. Après, ça dépend. Si le travail est riche et profond et compliqué, c'est-à-dire le projet est choisi par l'étudiant, à ce moment-là, il faut peut-être deux professeurs qui vont encadrer ce travail. Sinon, en fait, un seul professeur est largement suffisant. Donc, là, je profite pour vous présenter, laissez-moi dire, la démarche scientifique à suivre dans un projet TIPE. Tout d'abord, l'étudiant doit commencer à partir de la nature, c'est-à-dire il va regarder autour de lui, il va chercher sur Internet. Voilà, n'hésitez pas en fait à me poser des questions, s'il vous plaît. Donc, il va chercher sur Internet, sur YouTube, sur Wikipédia, des sujets intéressants. Il peut aussi regarder, par exemple, ce site très riche qui est Pixies. Je viens de partager avec vous un lien vers ce site. Ce site, en fait, est un site qui propose des ressources pour les étudiants en deuxième année classe préparatoire. Voilà. Alors, quoi qu'il arrive, l'étudiant va choisir en fait un phénomène. Ce phénomène peut être un phénomène physique, un phénomène chimique, un phénomène biologique, un phénomène écologique. D'accord? Il peut aussi choisir, par exemple, un appareil technologique. Par exemple, imaginons un étudiant qui veut travailler, qui veut inclure les sciences industrielles dans son projet TIPE. À partir de ces phénomènes, on essaie de réaliser une modélisation. Qu'est-ce que ça veut dire modéliser? Modéliser, c'est-à-dire dérouler des équations mathématiques, c'est-à-dire des lois physiques, afin de trouver une équation. Cette équation, on parle d'un modèle ou bien on parle d'une équation. Ce modèle peut être une équation différentielle d'ordre 1. Mais c'est très simple. Et je ne pense pas que toi, étudiant en deuxième année classe prépa, tu vas, par exemple,
tu vas par exemple se contenter tout simplement d'une équation différentielle d'ordre 1. C'est trop facile. On peut résoudre une équation différentielle d'ordre 1 linéaire à l'aide d'une résolution mathématique simple. Vous avez étudié ça en première année. Ou bien, on peut finir par une équation différentielle d'ordre 2. Quand on prend l'exemple d'une pomme, la chute libre d'une pomme, on prend une pomme en chute libre, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, tout d'abord, on va définir le système, puis on va définir le référentiel d'étude galiléen ou pas. Mais nous, afin de faciliter notre étude, on va supposer que le référentiel est galiléen. Ça veut dire, en fait, qu'on va réaliser une approximation. On va dire que la durée de la chute libre de la pomme est inférieure à 24 heures. Sinon, le référentiel ne devient plus galiléen. Puis, on va dresser un bilan des forces extérieures, le poids, M fois G, la poussée d'Archimède, après la résistance de l'air. Mais la résistance de l'air, en fait, c'est une force de frottement. Est-ce qu'on va choisir une force statique? Bien sûr que non. Une force statique, c'est entre deux solides. C'est en contact solide-solide. Vous avez étudié ça en mécanique des solides au début de cette année. Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'une force linéaire, moins alpha V, moins alpha x point, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une force non linéaire, moins alpha V au carré, moins alpha x point au carré. Donc tout ça va... puis en fait, on va appliquer la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à masse fois accélération. C'est une relation vectorielle. En projetant cette relation vectorielle dans un repère adéquat, eh ben, on obtient une équation différentielle d'ordre 2. M x point point plus alpha x point, imaginons, on travaille avec des forces de frottement linéaires, plus mg est égal à 0. Donc c'est une équation différentielle d'ordre 2 sans second membre et linéaire. Donc ça, c'est un modèle. Bien évidemment, on peut imaginer une équation différentielle non linéaire, d'ordre 2 non linéaire. Le modèle peut être, par exemple, un système différentiel, c'est-à-dire un système contenant plusieurs équations différentielles. Ou bien une équation aux dérivées partielles. Une équation aux dérivées partielles. Ou bien un système contenant plusieurs équations aux dérivées partielles. Bon. Jusqu'ici, tout ce que je viens de vous dire, de vous réciter, ce sont des modèles continus. Équation différentielle d'ordre 1, c'est un modèle continu, équation continue. Équation différentielle d'ordre 2, équation dérivée partielle. On peut en fait trouver des modèles discrets. C'est-à-dire, quand toi, tu vas peut-être optimiser le mouvement ou bien un trajet sur des routes, ou bien sur des autoroutes, ou bien un trajet aérien. Là, sera obligé d'utiliser ce qu'on appelle la théorie des graphes. Un graphe, c'est un objet mathématique qui fait partie des mathématiques discrètes. Donc, un modèle, donc gardez ça en tête, un modèle est une équation mathématique continue, ou bien un objet mathématique discret qui permet de modéliser un phénomène physique. On parle là d'une modélisation. Une fois on obtient ce modèle, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, soit on doit résoudre ce modèle analytiquement. Bien évidemment, on est en classe maths physique, donc on est bon en maths. On va essayer d'utiliser des théorèmes mathématiques permettant de résoudre cette équation. Mais hélas, même si on est bon en maths et en classe préparatoire, on ne peut pas résoudre toutes les équations du monde. À cet égard, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut appliquer des approximations et simplifier l'équation. L'équation, au départ, était compliquée. Et bon, on la simplifie, ça devient plus facile. Puis on l'attaque avec les maths. Bien sûr, les maths disponibles en classe prépa, MP étoile. Ou bien, en fait, on utilise l'informatique. Donc, la résolution analytique mathématique va nous donner une solution analytique. La résolution numérique, c'est-à-dire en utilisant Python. Je vous donne un exemple. Vous, l'année passée, vous avez étudié ce qu'on appelle la méthode de l'heure. La méthode de l'heure,
c'est un algorithme informatique qui permet, enfin, c'est une méthode informatique qui permet de prendre une équation différentielle. L'année passée, vous avez travaillé avec des équations différentielles d'ordre 1, non linéaires, donc presque impossible avec les maths, pour vous. On discrétise, on applique un développement de Taylor, on obtient un schéma numérique, puis on écrit ce schéma dans un algorithme informatique. Et boum, on résout l'équation. Donc, la résolution numérique permet d'avoir une solution numérique. Après, si c'est possible pour vous, je vous demande aussi de réaliser des expériences. C'est-à-dire, soit d'acheter du matériel, mais ça coûte cher, peut-être c'est pas très pratique, acheter du matériel et réaliser une expérience chez vous, ou bien de contacter des chercheurs dans des laboratoires, dans des universités tunisiennes, ou bien des écoles d'ingénieurs tunisiennes, et vous demandez de l'aide à ces chercheurs. Et là, vous serez capable de réaliser quelques expériences. Donc, si on synthétise, l'étudiant va effectuer une observation d'un phénomène, il va modéliser ce phénomène par un modèle mathématique, bien évidemment. Les mathématiques constituent le langage de la nature. Voilà, c'est la colonne vertébrale de la physique, les mathématiques. Ça, c'est connu. À partir de ce modèle, soit on va effectuer une résolution analytique, on obtient une solution analytique, une fonction, par exemple. Ou bien une solution numérique, des valeurs dans un tableau, ou bien des mesures expérimentales. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de ces... C'est-à-dire, imaginons qu'un étudiant a fait les trois. Eh bien, en fait, on va comparer. On va essayer de comparer entre les trois solutions. Pourquoi? Pour critiquer les approximations. C'est-à-dire si je reviens à l'exemple simple de la chute libre d'une pomme. De 1, on va supposer que cette pomme est un point matériel. C'est une approximation. Est-ce qu'une pomme est un point matériel? Bien sûr que non. Mais avec une bonne approximation, on peut considérer qu'une pomme peut être considérée comme un point matériel. Donc ça, c'est une première approximation. Est-ce que cette approximation est correcte ou pas? Là, on va déterminer ça à partir de la comparaison entre la solution analytique exacte, la mesure expérimentale et la simulation numérique. Bon, ici, avant que j'oublie, en fait, si la réalisation des expériences demeure vraiment impossible, vu la situation sanitaire du pays avec la crise de Covid-19 et la limitation de nos déplacements, le jury français dit tout simplement, vous conseille de faire des simulations numériques. C'est-à-dire, au lieu de faire des vraies expériences réelles, on peut, au lieu de faire ça, on peut faire en fait des simulations numériques. Des simulations numériques, et ça sera vraiment largement suffisant. Mais moi, sincèrement, je vous conseille de faire les deux, d'essayer d'appliquer les mathématiques pour trouver, en fait, pour résoudre le modèle d'un point de vue mathématique. Par exemple, imaginons là, tu as une équation aux dérivées partielles. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, c'est une transformée analogue à celle de Laplace. Sauf que la transformée de Laplace, vous avez étudié ça en première année, en sup, est utilisée plutôt pour des systèmes dynamiques qui donnent, décrits par des équations différentielles, d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, peu importe. Par contre, la transformée de Fourier permet, bon, c'est une intégrale impropre entre moins l'infini plus l'infini, on met la fonction et on multiplie par une exponentielle complexe. Donc, cette transformée permet de résoudre une équation en dérivée partielle, type de la chaleur. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va critiquer les approximations. Donc, pour une pomme, par exemple, on va dire, tiens, est-ce que l'approximation qui consiste à dire que la pomme
est un point matériel et correct ou pas? Est-ce qu'on a le droit de négliger la poussée d'Archimède? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de négliger, de considérer que la force de frottement est une force linéaire ou bien non linéaire? Dans quel cas on peut faire ça? Imaginons là, avec la solution analytique, on trouve que la chute libre de la pomme prend par exemple une minute physiquement. On fait une expérience, on trouve une minute. Avec la solution analytique, on trouve 10 minutes. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est-à-dire les résultats expérimentaux et la solution exacte ne coïncident pas. Donc il y a un problème. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut critiquer les approximations. Il faut aussi valider les hypothèses. D'accord? Puis, tout ça dans l'étape de synthèse. Et à la fin, on conclut. Donc, ce que je viens ici de vous montrer, on l'appelle la démarche scientifique. C'est une démarche scientifique. Un bon TIPE qui va nous ramener des bons points, une belle note. C'est un TIPE qui doit suivre cette démarche scientifique. Après, s'il y a des trucs, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me dites. Bon, je passe maintenant en fait aux étapes importantes. Donc, cette année, le jury français a élargi un peu les délais, les deadlines. Donc il y a 3 étapes. La première étape commence le 18 janvier et se termine le 8 juin. Pendant cette étape, vous êtes invité à tout d'abord choisir un sujet, bien sûr qui s'inscrit dans le thème enjeux sociétaux, environnement, sécurité, énergie. Après, il faut choisir un titre, écrire un paragraphe contenant la motivation personnelle. Ce paragraphe ne doit pas dépasser les 50 mots. Voilà. Puis, écrire un paragraphe qui détaille la relation entre le sujet de type E, c'est-à-dire ton sujet personnel choisi, et le thème de l'année. 50 mots. Il ne faut pas aussi dépasser 50 mots. Puis, on trouve en fait la MCOT, ce qu'on appelle la mise en cohérence des objectifs de type E. Voilà. Bon. Afin de vous faciliter en fait cette tâche, disons, plus ou moins compliquée du choix de sujet, rédaction de 2 paragraphes et la rédaction de la bibliographie commentée. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai sur ce lien, j'ai partagé avec vous 3 documents. Voilà, MCOT2 2019 et MCOT 2020. En fait, qu'est-ce que vous allez trouver dans ces 3 documents? Enfin, le lien, il est ici. Pardon, CTRL-Z, CTRL-C. Voilà, je viens de vous envoyer le lien pour ceux qui viennent nous rejoindre. Donc, ok. En fait, dans chaque document, vous allez trouver les travaux de vos amis des dernières promotions, des anciennes promotions. Donc là, c'est un document qui fait à peu près 200 pages. Et qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver, en fait, par exemple, comme ici, sur 3 pages, le nom de l'étudiant, car c'est un document, en fait, normalement, ça c'est un document propre au professeur. Donc on trouve le nom du professeur, son numéro de téléphone et son adresse mail, au cas où, c'est-à-dire si le jury doute, le jour J du travail de l'étudiant, les membres du jury peuvent contacter le professeur pour lui demander
est-ce qu'il s'agit vraiment d'un travail personnel ou il y a un problème de plagiat ou autre. Donc, dans chaque, tous les 3 pages, tous les deux pages, vous allez trouver en fait un titre, comme ici, les cellules photovoltaïques organiques. D'accord? Puis, le paragraphe de motivation, enfin, un paragraphe qui contient la motivation personnelle de l'étudiant. Puis, un paragraphe qui contient l'ancrage. Voilà. Eh bien, vous allez trouver à peu près une centaine de MCOT. Vraiment, c'est un travail colossal. C'est-à-dire là, je remercie en fait à peu près les 3 promotions passées à Esprit Prépa. Voilà le titre, puis la motivation personnelle, l'ancrage, le positionnement thématique. Après, je vais vous montrer où vous allez trouver le positionnement thématique, les mots-clés et la bibliographie commentée. La bibliographie commentée, puis la problématique retenue. Et surtout, là, on arrive à la rubrique la plus compliquée de type E, ce qui est les objectifs de type E du candidat. Donc, je vous invite sincèrement d'aller sur cette page, de télécharger ces 3 documents, ok, et de les consulter. Donc ça c'est par rapport, ça c'est l'année 2018-2019. Donc on va trouver à peu près une dizaine de sujets. Par exemple là, un sujet, optimisation des chemins, optimisation des trajectoires dans un réseau de transport aérien. Bon, pourquoi je vais parler un peu de ce sujet, car quand on optimise les trajectoires aériennes, by the way, en fait, cet étudiant a intégré Ancimad. Hein. C'est un étudiant qui a fait ses études en classe 5 étoiles, il a obtenu une bonne note. Maintenant, il est en train de finir ses études dans une école spécialisée en informatique, télécommunications et mathématiques appliquées. Donc, il a choisi de travailler à l'époque sur l'optimisation des trajectoires dans un réseau de transport aérien. Question, est-ce que ce sujet a-t-il un lien avec le thème de cette année? Bien sûr que oui. En fait, quand on optimise les trajectoires des avions, on peut tout d'abord améliorer la sécurité aérienne. Améliorer la sécurité aérienne. Puisqu'on va diminuer les accidents aériens entre les avions. Puis, quand on optimise les trajectoires dans un réseau de transport aérien, on peut minimiser l'énergie consommée. C'est bien que le kérosène, le carburant d'un avion, est très cher. Et on peut aussi, c'est-à-dire protéger notre environnement. Bon, je peux commencer à lire son paragraphe de motivation personnelle. L'optimisation des chemins est l'un des problèmes d'actualité rencontrés partout dans la nature. Motivé par ce sujet et fasciné par les mathématiques appliquées à la science, je me suis intéressé à étudier des modélisations mathématiques qui permettent de résoudre ce problème. Donc, on voit bien qu'il s'agit bien en fait d'une motivation personnelle. Je me suis intéressé. Voilà. Ça, c'est par rapport au paragraphe de motivation. Donc, moi, j'attends de vous cette année, la promotion 2020-2021, en fait, de me rédiger des paragraphes dans le même sens, dans le même style. On peut dire, j'ai regardé un documentaire sur YouTube. Voilà, le jury français accepte ça. C'est une motivation personnelle. Ou bien passionné par l'aéronautique, passionné par les mathématiques. Maintenant, le paragraphe d'ancrage, lors d'un transport, on cherche toujours à évaluer le coût minimal en comparant les différentes trajectoires. Ce sujet s'inscrit parfaitement dans le thème de l'année. Sachant qu'en 2019, en 2018-2019, le thème c'était transport. Donc, on voit que dans le paragraphe d'ancrage, on retrouve un mot
un mot du thème, transport. Je peux aussi, par exemple, vous montrer les travaux de vos amis de l'année passée. Voilà. L'année passée, le thème était océan. En fait, je vous rappelle que l'océan se trouve dans notre environnement. Eh bien, on peut recycler facilement un sujet sur les océans pour le thème de cette année. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'océan? C'est-à-dire quand on dit océan, bien, on dit mer, la mer. Enfin, les Camerounais, par exemple, leur pays se trouve à côté de l'océan Atlantique. Nous, on est à côté de la mer Méditerranéenne. Donc, on peut récupérer de l'énergie renouvelable à partir de la mer, ou bien à partir de l'océan. Donc, essayez quand même de regarder ce que vos amis ont fait l'année passée. Ça se trouve dans le document MCOT2 2020, hein, ici. MCOT2 2020. Ensuite, un document qui fait à peu près 143 pages. Bon, allez. Dès la première page, on trouve Mahmoud Bakouche, par exemple, qui a travaillé l'année passée sur l'exploitation de l'énergie thermique de l'océan. Tiens. Donc, quand on dit océan, bien, on dit mer. C'est notre environnement. D'autre part, le sujet traite l'énergie thermique. Cerise sur le gâteau, l'énergie thermique est une énergie renouvelable, propre, autrement dit propre. Donc, permet de réduire l'apport de l'énergie fossile, polluante. Moi, personnellement, je crois que c'est un bon sujet. Exploitation pour cette année, c'est-à-dire on peut s'inspirer de. Après, je vous demande pas de copier en fait les paragraphes, hein, c'est du plagiat, ça c'est interdit. Par contre, ça c'est interdit. Le jury français dispose d'un logiciel de lutte contre le plagiat. C'est-à-dire plagiat quand toi tu prends une phrase intégrale à partir d'internet ou bien à partir d'un livre et tu l'inclus dans ton travail. Ça c'est du plagiat, ça c'est pas bien. Mais je vous conseille quand même d'aller regarder ce que vos amis ont fait afin de faciliter peut-être la tâche de recherche. Je parle bien évidemment par rapport aux étudiants qui n'ont pas encore fixé un sujet. Après, à la fin de la séance, en fait, j'aimerais bien vous écouter un par un et savoir votre état d'avancement. Mais de toute manière, ce n'est que la première séance. Après, vous aurez des créneaux d'encadrement individuel, un par un. Allez, je lis le paragraphe de motivation. Lors d'une émission télévisée, on a soulevé le problème énergétique mondial et les différentes recherches pour des nouvelles sources. Parmi les solutions préconisées, je cite, vous voyez, en fait, lui, il est en train de parler de sa motivation personnelle, c'est-à-dire la raison pour laquelle il a choisi de travailler sur ce sujet. Je cite l'énergie thermique des océans qui a attiré le plus mon attention. Voilà. Ça, c'est un bon paragraphe de motivation. Maintenant, je vous lis quand même le paragraphe d'ancrage. En se penchant sur ce sujet, j'ai pu découvrir que les régions représentant le plus grand potentiel thermique en termes de gradient de température, bien évidemment, si on veut récupérer de l'énergie thermique, il faut dériver ça à partir d'un potentiel. La température est une grandeur intensive. Je parle d'un point de vue thermodynamique, la thermodynamique, qui est une discipline en physique. La température est une grandeur thermodynamique intensive. Le gradient de la température induit un phénomène de transport énergétique de la région la plus chaude vers la région la plus froide. Exactement comme dans le cas d'un potentiel électrique. Un potentiel électrique, c'est un champ scalaire, V, c'est un champ scalaire. Je pense que vous avez commencé à étudier l'électrostatique, là. Là, on est en octobre, vous êtes sur le chapitre électrostatique. Oui.
Oui, très bien, merci. V, c'est un potentiel électrostatique. C'est une grandeur thermodynamiquement intensive. Donc, quand on dit E est égal à moins grade V, c'est-à-dire on parle d'un gradient de potentiel électrique, et ben pour la température, il faut aussi définir un gradient de température. Donc lui, ici, il parle en fait d'un gradient de température. C'est-à-dire il faut chercher les régions où la température, c'est-à-dire quand on part, c'est-à-dire quand on part dans les profondeurs de l'océan, les températures varient de manière très rapide par rapport aux distances. Voilà, donc en termes de gradient de température, se trouvant au voisinage de l'équateur, donc forcément des océans, pour cela mon sujet en adéquation avec le thème. Bon, bien évidemment, Mahmoud Bakouche, en fait, lui, il était en 2019-2020, promotion 2019-2020. Et lui, il s'est inspiré en fait du travail de son collègue Ashraf Thabit. C'est-à-dire, voilà, Ashraf Thabit. Qu'est-ce qu'il a fait, Ashraf Thabit? Voilà. Lui, il a étudié l'énergie thermique d'un milieu marin. Là, je voudrais bien vous expliquer. Le but, c'est pas de copier-coller les travaux de vos amis, ou bien de copier-coller, par exemple, les sujets trouvés sur les sites Pixies. Car en fait, tous les ans, on revient, en fait, on me répète la même question. Mais vous allez me dire, mais messieurs, vous avez présenté ça devant toute la classe. Donc, ou bien les sujets qui se trouvent sur Pixies, ce sont des sujets à la disposition de tout le monde. Les topins en France, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, la Mauritanie, au Liban. En fait, bizarrement, quand le sujet se trouve sur Internet, eh ben, tout le monde va penser de la même manière et personne ne prend le sujet. Sinon, j'ai préparé en fait la réponse à cette question. En effet, peu importe que le sujet soit original, pourvu qu'il soit bien traité, par exemple, un thème bateau comme le freinage magnétique, ou bien l'équation de la chaleur, ce sont des thèmes classiques, oui, je suis tout à fait d'accord. Tous les ans, il y a des étudiants qui arrivent à inclure, par exemple, le freinage magnétique. D'ailleurs, avec le freinage magnétique, on peut récupérer de l'énergie. Donc, on peut protéger notre environnement. Après, vous allez me dire, ces sujets ne sont pas originaux. Bon, mais bien traiter, voilà, donc le but, c'est de bien traiter le sujet. Donc, ces sujets bateaux, disons classiques, entre deux apostrophes classiques, mais bien traités, peut largement vous permettre de décrocher la note maximale. Et là, j'aimerais bien vous expliquer ce paradigme. En fait, un sujet moyen, bon, je n'allais pas dire facile, mais moyen, mais bien maîtrisé. Qu'est-ce que ça veut dire bien maîtrisé? C'est-à-dire, quand le jour J, les membres du jury, les deux membres du jury, commencent à vous poser des questions, et bien vous allez savoir répondre à ces questions-là. Donc, bien maîtrisé. Va vous ramener des points précieux, beaucoup mieux ou bien beaucoup plus qu'un sujet difficile, c'est-à-dire on met la barre très très haute, et finalement, on n'arrive pas à répondre aux questions du jury. Donc en fait, finalement, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'originalité. En fait, je vous conseille sincèrement de travailler sur des sujets. Après, on peut avoir, c'est-à-dire, on peut penser. Forcément, vous avez de la créativité, vous allez me ramener des sujets originaux. Hein. Mais le jury français ne demande pas un sujet original. C'est-à-dire l'originalité est notée sur 0. Il n'y a pas des points consacrés à l'originalité. Par contre, on attend l'originalité dans le traitement.
on attend l'originalité dans le traitement. Bon, il y a quelqu'un qui se connecte. B, allez, je continue. Alors, donc, je vais lire quand même le paragraphe de Ashraf Thabit. En fait, je rappelle, Ashraf Thabit, il a intégré IMT Atlantique. En fait, c'est une très belle école d'ingénieurs qui se trouve à l'ouest de France. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, j'habite en Tunisie. Et comme elle n'est pas riche en ressources naturelles, les chercheurs tentent de trouver une source d'énergie verte, fiable, en dehors de celle du Soleil. Bon. J'ai lu dans une revue, voilà, la motivation est personnelle, j'ai lu dans une revue scientifique à propos de l'énergie thermique des mers. Et je pense qu'elle peut être la solution. Voilà, ça c'était le paragraphe de motivation de Ashraf Thabit. Mahmoud Bakouche, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, lors d'une émission télévisée, on a soulevé le problème énergétique mondial et les différentes recherches pour des nouvelles sources. Parmi les solutions préconisées, je cite l'énergie thermique des océans qui a attiré le plus mon attention. Donc, les deux vont travailler, enfin là, si on regarde de loin, les deux vont travailler sur l'énergie thermique de l'océan ou bien de la mer. Mais les deux ont rédigé deux motivations personnelles différentes. Voilà. Donc, je reviens à l'ancrage de Ashraf Thabit. Je pense ici, Ashraf, il a obtenu 13. Sur ce sujet, il a eu 13. Le milieu marin, je me rappelle bien, le milieu marin est riche en différentes énergies. L'une des méthodes d'extraire cette énergie est d'utiliser le gradient de température entre l'eau à la surface et l'eau des profondeurs, dans un échangeur qui mettra en interaction ces deux eaux à travers l'interface d'un échangeur thermique. En 2017-2018, le thème c'était milieu. Donc on voit bien que dans le paragraphe d'ancrage, Ashraf a inclus le mot milieu. Puis, si je continue à lire, on va trouver interaction. Si on revient en 2017 en 2018, on trouve aussi le mot interaction dans le thème. Et on trouve aussi interface. Donc, un bon paragraphe d'ancrage doit contenir en fait les mots utilisés dans le thème. Enjeux sociétaux, environnement, sécurité, énergie. Si on compare ça, par exemple, au paragraphe de Mahmoud Bakouche, eh ben, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, l'année passée, c'était océan. Donc, il a parlé de ça, il a dit, en se penchant sur ce sujet, voilà, le gradient de température se trouve au voisinage de l'équateur. Est-ce qu'on trouve en fait une mer au voisinage de l'équateur? Non, on trouve que des océans. Océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien. Donc forcément des océans. Le thème c'était océan, donc lui il a inclus le mot. Voilà la stratégie à suivre dans la rédaction du paragraphe d'ancrage. Ok, très bien. Donc, juste là, j'aimerais bien. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller sur ce lien. De toute manière, je vais enrichir en fait cette page par des présentations, que moi je juge intéressantes et qui peuvent être recyclées. Bien évidemment, je vais protéger ces présentations par un mot de passe et je vous enverrai le mot de passe par email, hein, car pour que j'évite de divulguer quand même les informations propres, esprit prépa, pour les autres classes préparatoires au monde, quoi. Ok, donc déjà, voilà, je me retourne vers vous. Y a-t-il des questions? Est-ce que tout est clair pour l'instant? Oui, monsieur. Ok, Mohamed Khalid. Ok. Monsieur? Oui. Juste en ce qui concerne tout ce qui est plagiat et tout. Donc, monsieur, lorsqu'on trouve un paragraphe intéressant, on doit le reformuler nous-mêmes. Oui.
En fait, s'il vous plaît, hein, je vous donne la définition exacte du plagiat. La définition exacte du plagiat, c'est de répéter 3 mots. C'est-à-dire, toi, tu trouves 3 mots et tu les prends comme ça et tu les inclus dans ton rapport. Mais là, j'exagère un peu. Je vous demande, s'il vous plaît, de reformuler, c'est-à-dire essayer de lire. Essayez d'y lire. Et là, moi, je suis en train de vous faciliter la tâche. C'est-à-dire, quand toi, tu vas regarder on parle d'une centaine de types vraiment finalisés. Dans chaque type, tu vas trouver des références bibliographiques. Toi, tu peux aller regarder ces références bibliographiques et tu vas lire ces références. Par exemple, cet article scientifique en anglais. Après, quand tu commences à rédiger ta bibliographie commentée, il faut utiliser tes propres mots. Il faut utiliser ta compréhension. Je sais, on n'est pas français, c'est-à-dire, en fait, la langue française, pour nous, c'est la deuxième langue. Peut-être encore moins au Cameroun. Pour eux, peut-être c'est la première langue avec l'anglais. Mais il faut lire et il faut aussi reformuler ces lectures et, afin d'éviter le plagiat. Mais je vous assure que, de toute manière, vous, après, pendant l'inscription, vous allez en fait rédiger ces paragraphes, c'est-à-dire saisir ces paragraphes, bien évidemment, sur le site SUI, dans des onglets un peu spécifiques. Et bien, ces onglets vont être utilisés pour commenter pour un logiciel d'anti-plagiat. Donc, c'est pénalisant. Il faut éviter le plagiat. Choisir un sujet qui traite l'énergie thermique. En fait, l'énergie thermique, c'est une propriété pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, l'énergie thermique, c'est pas patente. Il n'y a pas un brevet sur l'énergie thermique. C'est pas la propriété d'un pays ou bien, je sais pas moi, d'une entreprise. L'énergie thermique, c'est un mot scientifique. C'est une expression scientifique. Si toi, tu veux bosser sur l'énergie thermique, ou bien sur l'énergie géothermique, ou bien sur l'énergie éolienne, figurez-vous, hein, toutes ces énergies, ce sont des énergies renouvelables, donc non polluantes, donc qui protègent notre environnement. Donc là, je suis en train de parler de l'environnement et de l'énergie. Je suis en train d'utiliser 2 mots du thème de cette année. Donc on est dans le thème de cette année. Donc, si toi, tu vas bosser sur l'énergie éolienne, par exemple, là, si tu regardes, par exemple, le site Pixies. Le site Pixies, ici, dans la partie énergie. Juste, excusez-moi, je vous montre. Voilà. Le site Pixies, il vous propose un sujet qui s'intitule « Calcul et optimisation d'énergie éolienne en conditions réelles ». Donc, toi... Enfin, tu cliques ici, tu vas trouver 5 références bibliographiques. Voilà, des sites web. Bon, et un livre. Hein, ça, c'est un livre. Après, si vous trouvez des difficultés pour télécharger ces livres, vous me dites. Hein. Tu peux commencer. Là, c'est un bon exemple. Tu peux commencer en fait à lire ces documents. Comme ça, tu ne vas pas perdre ton temps, mais tu peux penser à autre chose. Par exemple, là, peut-être lui, il est en train d'étudier la forme mécanique des pales d'une éolienne. Toi, tu dis non, moi, je vais plutôt étudier le phénomène d'induction qui permet de convertir l'énergie mécanique vers une énergie électrique. N'oublie pas qu'une éolienne, vous avez étudié la loi de Faraday l'année passée. E est égal à moins d'effet sur dt. Le sin-, c'est la loi de Lenz. E, c'est une force électromotrice. Phi, c'est le flux d'un champ magnétique à travers une surface. Et on dérive tout ça par rapport au temps. Donc, toi, peut-être, tu vas étudier
au lieu d'étudier la forme mécanique des pales d'une éolienne, ce qui est pour moi un sujet très important, en fait, les pales d'une éolienne, c'est un système mécanique qui commence à vibrer. Donc, on peut considérer ce système comme, en fait, comme un oscillateur, par exemple, à 2 fréquences propres, puis à 3 fréquences propres. Donc, ça va donner des équations différentielles intéressantes. Puis, on va étudier la résonance. Puis, on va résoudre ces équations différentielles avec un code en Python. Puis, on peut utiliser la transformée de Laplace pour décrire le système d'un point de vue science industrielle. Tu dis non, je ne veux pas étudier les pales mécaniques, la forme mécanique des pales, comment j'optimise la forme mécanique des pales. Non, je veux plutôt étudier le phénomène d'induction au niveau du stator et rotor de l'éolienne. Ça reste de l'énergie éolienne. Mais, tu vois, c'est 2 sujets différents. Donc, surtout, éviter le plagiat. Donc, comme moi, en fait, je vous propose, c'est-à-dire les travaux des promotions précédentes de 2017 jusqu'à 2020 à Esprit Prépa, c'est pas... L'idée, ce n'est pas de copier-coller en fait les paragraphes intégralement. Non, ça c'est du plagiat, ça c'est interdit. Mais de vous dire, tiens, on peut en fait peut-être utiliser le début de cette phrase. J'ai lu dans une revue scientifique, ça c'est Ashraf Thabit, Mahmoud Bakouche, il a dit lors d'une émission télévisée. Vous voyez, en fait, ça vous permet d'avoir des nouvelles idées. Et vous êtes créatif, enfin, vous êtes en classe 1 étoile, donc normalement vous êtes bon. Donc vous allez rédiger des bons paragraphes. Voilà. C'est bon, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Donc, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en fait, je passe à autre chose. C'est bon, tout est clair? Ok. Ok. Bon, peut-être ici. Voilà. Donc, juste avant de passer en fait à vous montrer, c'est-à-dire une illustration, voilà, de cette démarche scientifique, hein. Observation, modélisation, résolution, critique, validation, synthèse et conclusion. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec vos amis, en fait, en classe 1P2? Eh bien, hier, j'ai présenté un travail TIPE qui a obtenu 14, d'accord, qui a traité une étude de l'infiltration de l'eau dans le sol. Bon, avec vous, afin d'enrichir mon propos, je ne vais pas traiter cette présentation. Par contre, vous pouvez trouver la séance d'hier avec la classe MP2 sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire juste vous essayez de zapper le début, car en fait, pendant la première séance, pour la classe MP1, MP2 et MP étoile, j'ai presque répété le même discours au début. Vous partez directement vers la partie qui traite cette présentation. Vous allez trouver des choses intéressantes. En fait, juste en 2 mots, Slim Abid, qui a obtenu 14, il est maintenant dans une école à Clermont-Ferrand, une école d'informatique qui s'appelle ISIMA. Il fait de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Il a choisi d'attaquer un enjeu sociétal majeur dans notre pays, qui est la sécheresse. C'est-à-dire, on sait bien que la Tunisie est un pays africain, donc en fait, nous avons une détresse hydrique. Donc, lui, il a voulu étudier le transport de l'eau dans le sol. Et comme l'équation de la chaleur, apparemment, permet de décrire beaucoup de phénomènes physiques, pendant sa modélisation, il a trouvé cette équation. En fait, quand je vous dis div-grad, ça vous inspire quoi? Div-grad. Div, l'opérateur divergence appliqué sur l'opérateur gradient. Div-grad, ça donne Laplacien. Vous avez étudié E égale à moins grade V. D'autre part, l'équation de Maxwell-Gauss, div de E est égal à ρ sur epsilon 0. Si on mélange les 2 équations, on finit par Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. Donc, div-grad, ça donne Laplacien. Donc après, il a résolu cette équation.
analytiquement et numériquement. Il a eu 14. Donc, par rapport à cette présentation, regardez, s'il vous plaît, la séance numéro 1 avec la classe 1P2. D'accord. Ce matin, avec vos amis en classe 1P1, j'ai présenté en fait un autre sujet, c'est l'extraction de l'énergie géothermique. En fait, c'est Youssef Mizrio, de la promotion en 2017-2018, il a obtenu 13,5. Il a réussi à intégrer l'école Ansican. C'est une école généraliste dans le concours CCP qui se trouve à la ville de Caen, en France. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait rapidement? Je ne vais pas présenter ça aujourd'hui. Hein. Il a étudié comment on peut récupérer de l'énergie géothermique à partir du sol. Donc, il a modélisé. Donc, voilà le milieu qu'il a utilisé pour réaliser sa modélisation. Donc, il a fini par une équation qui s'approche beaucoup, enfin, par une équation de la chaleur, hein, la dérivée première de la température par rapport au temps. Ça, c'est un terme dissipatif. Puis, il a trouvé, là, on trouve le Laplacien. Hein, le Laplacien de la température, c'est la dérivée seconde de la température par rapport à x au carré, plus la dérivée seconde de la température par rapport à y au carré. Voilà. On néglige le terme par rapport à z. Là, c'est la loi de Newton. Et là, c'est un terme constant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué l'informatique. Hein, il a effectué ce qu'on appelle une discrétisation. Il a appliqué une méthode de l'heure, mais pas à l'ordre 1, mais à l'ordre 2, différence finie. Voilà, ça c'est un schéma numérique. Le schéma numérique obtenu, en fait, c'est une suite numérique ayant 3 indices, T, I, J, K. Puis, regardez le résultat, ça c'est le résultat de la diffusion de la chaleur dans le sol, dans un milieu homogène, puis dans un milieu hétérogène, puis dans un milieu où il y a en fait des sources radioactives. Et finalement, il a fait une petite illustration expérimentale. Il a étudié, le cycle de Rankine, puis cycle de Rankine étagé. Puis, il a fait une petite expérience. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui avec vous. J'ai parlé de ça ce matin et vous allez trouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Par contre, avec vous, là, je veux plutôt en fait traiter un autre sujet qui est un sujet qui peut être recyclé facilement, qui traite les changements climatiques. En fait, quand on dit changement climatique, c'est un sujet qui traite l'environnement et qui peut aussi traiter l'énergie, qui peut aussi traiter la sécurité. Hein. Puisque les changements climatiques vont induire un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique va impacter le niveau de la mer. Quand le niveau de la mer va augmenter, ça va affecter ou bien impacter les villes côtières comme Venise, ou bien les villes qui se trouvent aux Pays-Bas, ou bien des villes qui se trouvent par exemple sur les côtes tunisiennes. Et là, on risque vraiment notre sécurité civile. Voilà. Mais avant de passer à la présentation, donc je pense que cette première séance effectuée avec les 3 classes, MP1, MP2, MP étoile, dans chaque séance, j'ai présenté une présentation. Donc, là, vous allez trouver vraiment 3 sujets différents. Et ça va peut-être vous donner des idées pour vos sujets de cette année. Bon, je vais commencer par le paragraphe. Mon étudiant s'appelle Olivier Kouassi. Olivier Kouassi. Voilà, Kouassi. Kouassia. Le titre, c'est « Changement climatique ». 2 points, conséquences sur la glace.
Allez, je commence par la motivation personnelle de Olivier Kwasi. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique et ses effets dramatiques. Point. Typiquement, je sais que le réchauffement de l'eau et la fonte des glaces font monter le niveau des mers, ce qui constitue un danger potentiel pour certaines terres. Tiens, déjà, il est en train de parler de la sécurité. Donc, un danger potentiel pour certaines terres basses. Exemple, Pays-Bas. Raison pour laquelle je pense centrer un petit peu sur les calottes. Voilà, ça c'est par rapport au changement climatique. Par rapport, bien évidemment, au paragraphe de motivation. Maintenant, je passe à l'ancrage. Juste, permettez-moi de vous montrer la présentation de Olivier. Donc, la présentation, c'est le thème, c'était milieu, à l'époque 2017-2018, milieu, deux points, interaction, interface, homogénéité et rupture. Regardez la stratégie, regardez notre stratégie à esprit prépa. Il faut que le paragraphe d'ancrage, il faut qu'il contienne quelques mots du thème. Donc, je commence à lire. Les calottes polaires et les structures glaciaires au niveau des montagnes constituent des milieux. Tiens, milieu. Donc, dans le thème, on trouve milieu. Et bien, lui, il a utilisé milieu. Des milieux solides assimilables sur de longues durées à des liquides à grande viscosité. Les interfaces. Tiens, on trouve interface. Donc, il a utilisé interface. Les interfaces glace-air, glace-eau sont importants pour comprendre le mécanisme des fonds de glace et les ruptures. Les ruptures, on trouve ruptures, qui peuvent être spectaculaires. Voilà, c'est-à-dire... Monsieur. Oui, oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, Abel, dis-moi. Oui, Abel, dis-moi. Oui. Oui, Abel, oui. Je t'entends plus, Abel. S'il te plaît, Abel, est-ce que tu peux m'écrire ta question directement? Abel? Bon, on a perdu Abel. C'est pas grave. Abel, si tu arrives à te connecter après, en fait, merci de m'interrompre et pose-moi ta question. Ben, je continue. Sinon, si tout est clair, je continue. Donc, je crois, est-ce que c'est clair cette idée, c'est-à-dire dans le paragraphe d'ancrage, essayez surtout d'inclure les mots, des mots du thème. Enjeux sociétaux, environnement, sécurité, énergie. Bon, le positionnement thématique du travail de Olivier Kwasi, c'était physique de la matière, informatique pratique et physique. Là, vous allez me dire, mais messieurs, où on peut trouver le positionnement thématique? En fait, il suffit d'aller sur le site SCI et cliquer sur les attendus pédagogiques. Donc, quand toi, tu cliques sur les attendus pédagogiques, tu vas trouver un document en PDF qui fait à peu près 11 pages. Dans ce document, je vous conseille en fait d'aller lire ce document de 11 pages. Il contient toutes les directives du jury français. Les dates importantes, le titre, le nombre de mots, des mots des paragraphes d'ancrage, de motivation. Et en fait, à la fin de ce document, et plus particulièrement page 9, on trouve en fait les positionnements thématiques. Donc, on trouve chimie, on trouve informatique, on trouve sciences industrielles, on trouve mathématiques et on trouve physique. Donc, après, par exemple, en physique,
Si toi, tu vas choisir de travailler sur un sujet en lien avec la mécanique, on écrit physique mécanique, ou bien physique de la matière, ou bien physique ondulatoire, pour les gens qui vont travailler sur des ondes. Pour ceux qui vont, par exemple, inclure de l'informatique dans leur projet, il y a deux types d'informatique. Il y a l'informatique pratique, il y a l'informatique théorique. En fait, à partir du moment où on va écrire des codes en Python, eh ben, c'est de l'informatique pratique. C'est de l'informatique pratique. L'informatique théorique, on parle de cette informatique quand on se propose, par exemple, de calculer la complexité temporelle ou bien spatiale d'un algorithme. À ce niveau-là, vous allez me dire, est-ce qu'on peut avoir des sujets qui traitent, c'est-à-dire des sujets purement informatiques? Oui, bien évidemment, oui. Le thème de cette année, c'est un thème qui traite la sécurité. Donc, qui dit sécurité informatique. Donc, en sécurité informatique, on veut protéger et crypter, c'est-à-dire encoder nos transactions bancaires ou bien nos communications. Donc, tout ça est étudié dans une discipline qui s'appelle cryptographie. La cryptographie, c'est une discipline qui fait appel à l'arithmétique, c'est-à-dire aux mathématiques, l'arithmétique. Quand on dit arithmétique, on parle de la divisibilité dans Z, les relations de congruence, les règles de calcul. Et à l'aide de la cryptographie, on trouve des algorithmes comme l'algorithme de cryptage de César, l'algorithme de cryptage affine, l'algorithme de cryptage de Wigner. Voilà, c'est-à-dire, on peut choisir un sujet purement mathématique et informatique. Et dans ce cas-là, le positionnement thématique sera maths, analyse, puisque l'arithmétique fait partie de l'analyse, hein, si je ne me trompe pas. Algèbre, hein, mathématiques, algèbre. Puis en informatique, on peut dire informatique pratique, informatique théorique. Voilà, ça c'était en fait deux parenthèses par rapport au positionnement thématique. Bon, donc là, Olivier, il a décrit sa bibliographie. Puis, je vais parler un peu des objectifs de type E d'Olivier, puis je vais vous montrer la présentation. Bon, je regarde, est-ce que Abel, si tu veux, tu peux en fait m'écrire ta question directement, ou bien, si tu m'entends, si tu as des questions. Bon, je continue. Allez, la problématique retenue. Depuis plus d'un siècle, les glaciers reculent. La mer monte et cause des dommages dans plusieurs pays. Cette tendance continuera à s'amplifier si le climat se réchauffe davantage. Voilà, donc là, on trouve la problématique de son travail. Peut-on prédire l'évolution des glaciers afin d'éviter des catastrophes? Peut-on prédire l'évolution des glaciers afin d'éviter des catastrophes? Donc, une problématique doit être formulée sous forme d'une question, ou bien de deux questions. Je passe aux objectifs. Dans mon travail, je m'accentuerai sur les calottes polaires et les montagnes de glace. Au niveau des calottes polaires, je commencerai par modéliser. Tiens, modélisation. Fait-on ici, entre le phénomène et le modèle. Par modéliser les différents échanges thermiques entre un bloc de glace et son environnement via les interfaces. Donc, interface glace-air, interface glace-eau. C'est-à-dire solide-gaz, solide-liquide. Point. J'obtiendrai une équation de chaleur que je résoudrai avec deux approches, analytique et numérique. Tiens, modèle et deux
approche de résolution. Au niveau des glaciers de montagne, je modéliserai l'écoulement de la glace à l'aide des équations de Navier-Stokes. Là, lui, il était en classe un peu étoile. Hein. Il est parti vers un niveau très supérieur. L'équation de Navier-Stokes, c'est très compliqué. Bon, après, on peut trouver des approximations et sous quelques hypothèses, on peut simplifier l'équation de Navier-Stokes pour la rendre, voilà, atteignable pour un étudiant en classe prépa. Ainsi, il nous faudra construire des modèles mathématiques, faire des simulations informatiques proches de la réalité et conjecturer le futur dans un seul but, prédire l'évolution des glaciers. Voilà. Donc, le jury français, quand il lit ces objectifs, doit les retrouver dans la présentation. Sinon, ils vont pénaliser le candidat. Bon, je passe à sa présentation. Voilà. Donc, les changements climatiques conséquents sur la glace. Bon, il a commencé par montrer l'intérêt de ce sujet. Fonte des glaces, haute température, blanchissement du corail, les réserves d'eau s'évaporent, inondations, terre envahie par la montée des mers. Tout ça, eh ben, il est en train de parler de l'impact du réchauffement climatique sur notre environnement. Je pense que c'est un sujet vraiment très intéressant. Voilà, notre but, le constat étant fait, on se doit de travailler afin d'inhiber le danger. Le plan, donc, il a commencé par réaliser une modélisation avec l'équation de la chaleur, dans la première partie, puis modélisation avec les équations de Navier-Stokes. Allez, regardez-moi ça. C'est beau, hein? En fait, par rapport à la présentation, on est où? On est ici, on est au niveau du phénomène physique. Nous avons en fait un bloc de glace détaché, par exemple, de l'Arctique, enfin de son continent, et qui est en train d'évoluer dans l'océan. Afin de simplifier la modélisation, Olivier a considéré que le bloc est rectangulaire. C'est un bloc rectangulaire, plutôt parallélépipédique. Sauf que nous, on travaille en fait dans un plan, donc c'est rectangulaire. Donc, dans le bloc, il y a une partie immergée et une partie qui se trouve au-dessus de l'eau. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'océan, ou bien la mer, le soleil et l'atmosphère, et le bloc de glace. Bien évidemment, vous allez étudier ce chapitre en fait en janvier, en thermodynamique. On appelle ça échange thermique. Vous allez étudier la loi de Fourier, J est égal à moins lambda grade T. Et vous allez étudier la loi de Newton. Je vous rappelle que là, vous êtes en train d'étudier la loi d'Ohm local, J est égal à moins gamma grade V. J est égal à moins gamma gradient de V. V, c'est le potentiel électrique. Gamma, c'est la conductivité électrique. Et J, c'est un vecteur courant thermique. C'est-à-dire quand on l'intègre avec une double intégrale, c'est-à-dire un flux, on obtient en fait un flux thermique. Quand on dérive ce flux, on obtient une chaleur, une énergie. Pareil en fait pour J égale à moins gamma grade V. En fait, quand on intègre avec une double intégrale J est égal à moins gamma grade V, on obtient l'intensité électrique. Quand on dérive l'intensité électrique, on obtient une charge électrique. Q est égal à la dérivée de I par rapport au temps. Ah, pardon. L'intensité électrique, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. En fait, il suffit d'intégrer. Hein. Pardon. Alors, nous avons ici un solide
qui dispose d'une température. Le solide, ce solide est en contact avec un fluide. Donc, on parle ici d'un échange thermique conducto-convectif. Conducto-convectif. Donc, on utilise cette loi, la loi de Newton. Bon, c'est une relation facile. HS, T moins T océan. T, c'est la température de la glace. T océan, c'est la température de l'océan. En haut, j'ai un solide en contact avec un gaz. Alors, à ce niveau-là, en fait, nous avons aussi un transfert thermique conducto-convectif. C'est-à-dire qui s'effectue au niveau de la couche mince. C'est-à-dire je ne suis pas dans le fluide, je ne suis pas dans le gaz. Hein. Sinon, là, il faut changer de loi physique. À l'intérieur, j'ai la loi de Fourier. C'est-à-dire la température, elle est plus grande où? En haut ou bien en bas? Bien évidemment, en haut. En bas, la température est plus faible. Donc, il y a un gradient. Nous avons un gradient de température. Donc, ce qui va donner, en fait, un phénomène de transfert thermique à l'intérieur de la glace. Autre chose, le Soleil est une source de rayonnement électromagnétique, donc sa contribution via le vecteur Poynting, l'onde électromagnétique, va être à travers la loi de Stéphane. Donc sigma T4. Pourquoi je suis en train de détailler tout ça? En fait, là, on est en train de modéliser le problème. Ça, c'est une modélisation. Le fait de tracer un schéma, en fait, avec des rectangles et tout, écrire des lois physiques, bien sûr, il faut écrire les bonnes lois. Maintenant, dérouler les calculs, on appelle ça modélisation. Finalement, vous allez me demander, il est où le modèle? Le modèle, il est ici. Voilà le modèle. Donc, le modèle, en fait, c'est une équation de la chaleur. Bon, là, Olivier a simplifié cette équation, mais l'équation réelle se trouve ici. Voilà l'équation réelle. Ça, c'est le modèle qui permet de modéliser, ou bien de décrire tous les phénomènes physiques. Le rayonnement solaire, ça c'est le rayonnement solaire. La loi de Newton, la loi de Fourier, enfin, vous allez me dire, mais c'est un Laplacien, mais un Laplacien c'est Divgrad, donc c'est un Laplacien. Et le terme, un terme en dérivée première par rapport au temps, qui concrétise ou bien qui modélise les dissipations énergétiques. Donc, quand toi tu vois un terme, une dérivée première par rapport au temps, c'est une dissipation énergétique. Voilà. Afin de faire simple, Olivier a commencé en fait par une équation de chaleur très facile. C'est-à-dire, il a dit, je veux supprimer, c'est-à-dire les transferts avec l'extérieur, avec le soleil, avec le gaz, l'atmosphère et avec l'eau. Bon, c'est faux, hein? Mais bon, il a obtenu cette équation. Pourquoi cette équation? Cette équation, en fait, peut être résolue analytiquement avec une transformée de Fourier. Donc voilà, il a donné ici la résolution analytique de cette équation, la solution analytique de cette équation. Bien évidemment, il n'a pas détaillé le calcul. En fait, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détailles les calculs dans des feuilles, tu produis 2 copies, et le jour J, tu donnes ça, tu donnes les 2 copies contenant tes calculs et tes développements théoriques au jury. Oui, en fait, apparemment, il y a Abel qui m'a posé une question. Il m'a dit, messieurs, j'ai un problème avec l'ancrage. Vous avez dit qu'on le montre, que l'on montre que notre sujet est dans le thème de l'année. Mais s'il faut donner une formule, je veux savoir si c'est en utilisant les idées que l'on mettra dans les objectifs personnels. En fait, Abel, écoute, toi, tu as le droit d'écrire des formules dans la présentation.
tu peux aussi inclure des formules dans le document, on appelle ça listing, que tu vas offrir au jury le jour J. Mais le problème que dans la MCOT, c'est-à-dire dans les 3 pages, dans ces 3 pages, je pense que ça ne sert à rien d'écrire une formule. Tu peux décrire la formule. Je ne sais pas moi. Par exemple, là, un terme qui contient une dérivée première par rapport au temps dans l'équation de la chaleur, c'est un terme dissipatif. Tu dis les termes dissipatifs. Tu peux dire les termes non linéaires. Un terme t à la puissance 3, t à la puissance 2, t à la puissance 4, c'est un terme non linéaire. Donc tu décris les termes, mais tu n'as pas le droit d'écrire une équation. Je pense que ça sert pas à grand-chose d'écrire une équation. De toute manière, toi, tu vas saisir tes paragraphes dans une page Internet avec des fenêtres un peu particuliers. C'est très compliqué d'ajouter des formules. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Bon, tu me diras. Allez, je continue. Bon, à ce niveau-là, peut-être, bon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Olivier, il a pris l'équation de chaleur, il a résolu cette équation analytiquement avec la technique de transformée de Fourier, puis il a montré quelques résultats. C'est-à-dire ça, c'est une gaussienne, hein. C'est une gaussienne en 2 dimensions, exponentielle moins x2 plus y2, et on trouve en fait le temps dans le dénominateur. Donc le temps va jouer en fait, il va permettre d'avoir une diffusion de chaleur. Donc là, on voit que la chaleur est concentrée. Ça, c'est une gaussienne en 2 dimensions. Bien sûr, bien évidemment, obtenue avec un code en Python. Le code, il faut le fournir après. On voit que la chaleur commence à s'étaler. Taille de la glace après 5 ans. Encore, et encore, et encore. Voilà. Bon. Là, peut-être, vous allez peut-être me dire, mais messieurs, on n'a pas encore étudié la transformée de Fourier. OK? Malgré que moi, je pense que la transformée de Fourier s'appuie sur une intégrale généralisée. Il y a des profs de mathématiques qui proposent la résolution de l'équation de chaleur à l'aide de la transformée de Fourier dans un devoir maison. J'ai vu ça. Bon, sinon, si toi tu t'intéresses en fait à ça, tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Voilà, là tu vas trouver une vidéo à peu près de 30 minutes qui détaille la résolution analytique de cette équation. Sinon, bon, avec cette vidéo, tu peux aller sur ce site, concours-maths-cpge.fr. Bon, allez, on va faire la simulation. Donc, tu regardes le site, tu cliques sur connexion ici. On va aller à 2018. Concours central, filière PC, matière mathématiques, rechercher. Voilà, on tombe sur un sujet qui s'intitule transformée de Fourier avec son application à l'équation de diffusion. L'équation de chaleur, c'est une équation de diffusion. On clique sur détail. Bon, malheureusement, il n'y a pas de correction pour l'instant sur le site, mais on peut récupérer cette correction quand même. Je clique ici et j'ouvre le sujet. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un concours, niveau de mathématiques, niveau classe physique-chimie, qui propose une résolution analytique de cette équation. La dérivée de f par rapport au temps, la dérivée seconde de f par rapport à x au carré. Si je regarde
l'équation de chaleur de Olivier Coissy. Eh bien, on ne trouve pas ce terme. On trouve uniquement, en fait, ce terme. Mais n'oubliez pas, là, nous avons, en fait, ces deux termes, c'est-à-dire entre les deux, c'est une somme, donc c'est linéaire. Donc, on peut quand même appliquer la transformée de Fourier sur cette équation. Bon, je reviens ici au concours. Donc, je ne sais pas, après, est-ce que vous avez commencé par l'algèbre, car je sais, la classe MP1, ils ont commencé, je pense, par de l'analyse. Donc, ils ont étudié les intégrales généralisées. Mais vous, en classe MP étoile, est-ce que vous avez commencé par l'algèbre? Vous êtes sur la topologie, là, pour l'instant? Ou bien est-ce que vous avez... je ne sais pas, mais de toute manière, moi, je pense que, tout simplement, hein, en regardant cette vidéo qui fait 30 minutes, juste 30 minutes, tu peux s'approprier la résolution de l'équation d'une équation en dérivée partielle. Monsieur, on a étudié les intégrales généralisées et les séries de fonctions. Ben, ok, et question maintenant. Est-ce que vous avez vu la transformée de Fourier dans un dième? Pas en détail. Ok, nickel. Très bien, je suis très content. Eh bien, c'est simple. Si toi, ou bien quelqu'un parmi tes camarades s'intéresse, car mon problème est le suivant. Vous allez me dire, mais messieurs, vous êtes en train de nous proposer, ou bien vous êtes en train de nous décrire des sujets basés. Voilà le problème. Ce n'est que la première séance. Je suis en train de vous proposer, de vous présenter des sujets contenant des notions abordées normalement en janvier, ou bien à partir de février, calcul différentiel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit attendre les professeurs de mathématiques et de sciences physiques jusqu'au mois de janvier et février pour qu'on puisse commencer à travailler le type E? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça sera un peu tard. Enfin, trop tard. Eh bien, la solution, c'est, par exemple, de trouver un concours qui décortique la notion compliquée sous forme des questions faciles et d'aborder ce concours. Donc là, on va gagner deux choses. On va travailler un concours potentiel qui risque de tomber le jour J dans les épreuves écrites, et de travailler le type. Et croyez-moi, sincèrement, c'est calculatoire. Hein. Vous êtes en classe MP étoile, je ne crois pas que ce concours va vous poser problème. Bon, ce n'est qu'une preuve de mathématiques 1 centrale pour une classe PC. Bon, vous êtes en MP étoile, les gars. Allez, donc, soit l'une, soit l'autre. Hein. En fait, je continue sur ce concours. On trouve même une étude numérique qui vous montre comment on peut discrétiser cette équation. C'est-à-dire comment on peut trouver un schéma numérique à partir de cette équation. Après, le concours, c'est un concours de maths, donc on ne vous demande pas d'aller écrire un code en Python. Mais, personnellement, je pense qu'en développant la partie ici, la partie équation de diffusion avec une condition initiale, et la partie numérique, on aura en fait un document à peu près de 12 ou de 15 pages qui montre vraiment notre travail. Sinon, c'est simple, hein, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube et tu cliques sur cette vidéo, résolution analytique de l'équation de la chaleur, avec la transformée de Fourier, vous allez avoir quand même une introduction sur la résolution. Maintenant, pour la résolution numérique, j'ai réalisé par contre 3 vidéos. Attendez, je vous montre ça pour que je les trouve. Voilà. En fait, il existe là 2 vidéos dans lesquelles je démontre l'équation de diffusion hydrique, c'est-à-dire eau avec la loi de Darcy dans le sol,
l'équation de diffusion thermique, appelée aussi équation de chaleur, dans le cas thermique, hein, l'équation de diffusion particulière avec la loi de Fick. Donc, les deux vidéos font à peu près 30 minutes. Hein. Je pense que 30 minutes, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez les regarder et vous allez avoir un recul vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre notre prof de maths ou bien notre prof de physique, on ne va pas aussi non plus les déranger. Le programme est assez riche, il y a en fait beaucoup de choses à faire. Donc, on peut regarder ça. Après, je vous demande aussi de chercher sur YouTube. Pour la résolution numérique, j'ai une vidéo de 30 minutes qui explique comment on résout l'équation de la chaleur numériquement. En fait, tout simplement, on utilise une technique des différences finies. C'est comme la méthode de l'heure, mais pas à l'ordre 1. On ne s'arrête pas à l'ordre 1, mais on passe à l'ordre 2. Donc, si on compte 30 minutes plus 30 minutes, plus la résolution analytique, en 1h30, je crois que si quelqu'un parmi vous s'intéresse à travailler sur des modèles mettant en jeu des équations de diffusion, eh ben, il sera opérationnel dès maintenant. Après, je vous demande de travailler le type E 1 heure par semaine. Hein, 1 heure par semaine, samedi soir, tu travailles le type E et tu viens à la science, hein, tu participes à la science. Je pense que c'est largement suffisant. OK. Donc là, Olivier, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a dit, tiens, je vais prendre l'équation de chaleur sans les termes compliqués, les termes non linéaires. Enfin, là, sigma T4, gamma T4, c'est un terme non linéaire. Là, gamma θ4, c'est un terme non linéaire. C'est-à-dire, quand toi, tu appliques l'intégrale, tu ne peux rien faire. Là, par exemple, tu peux sortir le h à l'extérieur de l'intégrale. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, avec la dérivée seconde, tu peux appliquer le théorème d'inversion, de permutation intégrale dérivée. Je pense que vous avez étudié ça. Hein. Inversion. Oui. Oui, voilà. C'est riche. Moi, personnellement, je vois un petit peu, c'est un projet où tu vas prendre du plaisir. C'est-à-dire, tu vas travailler sur un truc personnel, tu ne vas pas perdre ton temps par rapport aux épreuves écrites, mais il faut le faire quand même, car c'est coefficient 5. C'est-à-dire, la seule école où on ne trouve pas le type E, c'est l'école polytechnique. C'est-à-dire, si toi, tu ne veux pas faire du type E, c'est simple. Hein. Il suffit d'intégrer l'école polytechnique. Bon, après l'école polytechnique, ils ont remplacé le type E par une épreuve qui s'appelle ADS, analyse de documents scientifiques. Plus pire que le type E, 4 heures. Bref, donc, il a effectué une résolution analytique. Hein. Il a tracé le résultat là. Puis il a dit non. Il a dit, voilà, le modèle précédent ignore l'impact de la température extérieure. C'est un cas idéaliste et irréel du fait d'une diffusion thermique qui se transfère par convection dont le flux est donné par la loi de Newton. Donc, il a essayé d'inclure la loi de Newton et la loi de Stéphane. Donc, apparemment, vous avez compris. Maintenant, l'équation est devenue très compliquée. Question, qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'une équation très compliquée? On utilise l'informatique. Voilà. Donc, je reviens à notre démarche scientifique. Modèle, résolution numérique. Il a écrit des codes. Hein. Il n'a pas montré, bien sûr, les calculs, les détails du calcul, car ça prend beaucoup de temps. Mais je peux vous montrer la discrétisation sur la présentation du Youssef, sur la présentation de Neil et autres. Donc, voilà la simulation numérique qui montre comment la chaleur se propage dans la bloc de la glace en fonction du temps. Voilà, donc ça c'était la première partie du travail de Olivier. Bon, maintenant, laissez-moi quand même vous montrer les détails calculatoires derrière. Voilà. Bon, par rapport à la partie analytique, par rapport à la résolution analytique, voilà, ça c'est la transformée de Fourier. Hein. C'est 1 sur racine de 2pi
l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de la température exponentielle moins I k x. Et à la fin de la journée, on obtient une gaussienne avec une gaussienne dans l'espace réel, dans l'espace des x, avec un temps qui se trouve dans le dénominateur, c'est-à-dire dans l'argument de l'exponentielle. Et le temps, ici, permet d'avoir la diffusion. La diffusion, regardez là. Là, c'est une gaussienne avec une diffusion qui diffuse dans le temps. Bon, par contre, ici, ça, c'est le calcul qui permet d'obtenir le schéma numérique. Donc, on résout l'équation de la chaleur à deux dimensions en utilisant la méthode des différences finies. Donc, tout d'abord, on discrétise. Donc, on choisit bien nos intervalles. Puis, l'astuce, c'est d'appliquer un développement limité de Taylor. Attention à l'ordre 2. Donc, on s'arrête petit taux de x au carré ou bien grand taux de x au cube. Ce calcul permet de discrétiser les deux dérivées secondes. Voilà, donc ici, là, la température est une fonction continue. Enfin, on est en physique macroscopique, on n'est pas en mécanique quantique. En physique macroscopique, la température est continue. Là, par contre, la température est devenue une suite numérique à 3 indices. I, J, K. I, J, K. I, J, K. D'accord ? Elle a fait la même chose pour la dérivée première par rapport au temps. Par contre, là, c'est facile. Ça, c'est Euler. Vous avez étudié ça l'année passée. La dérivée de f par rapport au temps, c'est fi plus 1 moins fi sur delta t. Il suffit d'appliquer un développement limité de Taylor à l'ordre 1. C'est-à-dire on fait un grand taux de t au carré ou bien un petit taux de t. On mélange ça et ça dans l'équation de chaleur, on obtient le schéma numérique. Voilà notre schéma numérique. Ça, c'est bien sûr, c'est dans un cas bidimensionnel, x, y. Puis, on écrit un code en Python qui permet, c'est bien évidemment, là, nous avons 3 indices. Donc, il nous faut 3 boucles. Une boucle sur i, une boucle sur j, une boucle sur k. Enfin, c'est-à-dire, c'est un bout de code. Et ça permet de faire ça. Bon, Neil, de la promotion, et maintenant, elle est en informatique à Sub Galilée. C'est une école d'ingénieurs à Paris qui fait beaucoup d'informatique, génie logiciel et réseau, sécurité et réseau. Je pense cette année-là, elle va commencer sa 3e année, donc elle sera en PFE prochainement. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a utilisé l'équation de la chaleur pour modéliser l'ablation du laser d'un métal. C'est-à-dire là, j'envoie une énergie extrêmement importante dans un laps de temps extrêmement faible. Et on voit que là, il y a beaucoup de temps, enfin, la température est très élevée, puis on commence le phénomène de diffusion. Là, vous allez me dire, mais purée, c'est dingue quand même. Avec une seule équation, on peut étudier l'infiltration de l'eau dans le sol. On peut étudier des phénomènes thermiques. On peut étudier l'énergie, c'est-à-dire on peut même étudier, là par exemple, Mohamed Beké, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la conversion de l'énergie acoustique vers une énergie thermique. Donc, il a réalisé une expérience à l'IPEST. D'accord? Voilà le bon expérimental. Puis, tiens, c'est quoi ça? Enfin, si je vous montre ça, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est un dérivé seconde par rapport à t. C'est un Laplacien. Sauf que ce Laplacien est exprimé dans des coordonnées cylindriques. Voilà, très bien. Dans des coordonnées cylindriques. Très bien, merci. Donc, des coordonnées cylindriques. Il a résolu
numériquement cette équation. Là c'est une résolution analytique. Pardon, ça, ce sont les conditions limites. Puis il a obtenu ça. Donc, malgré que, peut-être la présentation, elle est moche. Hein. C'est pas. Moi, je me suis intervenu à la fin, hein, c'est-à-dire pendant la partie répétition. Donc, car lui n'a pas fait le type vraiment avec moi. Il a fait avec un prof à l'EPEST qui lui a facilité, disons, l'accès au laboratoire de l'EPEST. Ok, aucun souci. Enfin, si vous avez la chance d'y accéder, ne dites pas non. Hein. Ils ont un bon laboratoire d'enseignement. Il y a beaucoup d'expérience. Sinon, c'est pas grave. Hein, on fait des simulations numériques à Esprit. Hein. Je suis là pour vous aider à faire des simulations numériques. Bon, je reviens quand même à Olivier. Après, Olivier, en fait, il est parti un peu loin. Il a dit, tiens, je vais étudier les équations de Navier-Stokes. Sincèrement, c'est très compliqué. Je ne vous conseille pas d'utiliser les équations de Navier-Stokes. Mais quand même, notre stratégie était bonne quand même. En fait, on a commencé par l'équation Navier-Stokes. Ça fait peur, mais nous avons appliqué des approximations pour faciliter l'équation. Regardez maintenant cette équation. Elle est plus facile, mais avec plein d'hypothèses. Et là, c'est une équation de transport. Il a appliqué un code en Python et il a obtenu voilà, ces résultats. En fait, ces résultats qui montrent en fait, un transport voilà, enfin, un mouvement au niveau de la glace. Voilà, un mouvement. C'est-à-dire la glace coule comme un fluide. Voilà, là finalement, cette étude a été fort instructive pour mon statut d'étudiant, car cela m'a permis de manipuler des équations assez complexes et découvrir. Olivier, maintenant, il est dans une école de génie civil. Et là, je l'ai vu, je l'ai rencontré sur LinkedIn. Il est à la recherche d'un stage PFE en génie civil là, en France. Bon, voilà, donc je me retourne vers vous là, et voilà, s'il y a des questions. Est-ce que tout est clair ou bien c'est un peu compliqué? Dites-moi. باش في البارتي الاخرى باش لي زيكواسيون دو نافير-ستوكس حتى كان هو يعمل لهم انتروداكسيون للخدمه نتاعو ماهمش ياسر ديتايي معناها حتى كان ما حطهمش معناها تاخذ الخدمه باهيه ولا اللي نيسيسير باغ اكزومبل دو فير لو ماكسيموم بوسيبل مع Personnellement, je vous déconseille. Bon, après, en fait, parfois, je déconseille des gens, mais ils travaillent. Jojo, en fait, regardez, c'est très simple. L'équation de Navier-Stokes est très compliquée. Ça sort intégralement du programme, même des classes PC et PT Psy hein, en classe prépa. Mais cela dit, on peut dire qu'on va utiliser les équations de Navier-Stokes. Après, il faut savoir les expliquer. Hein. Il faut savoir expliquer ces équations. Après, on peut appliquer des hypothèses permettant de simplifier ces équations. En fait, là, j'ai un exemple de Saifeddin Bakkar, l'année 2018-2019. Il a travaillé sur Navier-Stokes. En fait, il a eu Centrale Paris. Hein. Il était en classe un peu étoile. Il a dit, monsieur, non, moi, je veux vraiment un type voilà, avec un très bon niveau. Donc, il a choisi de travailler avec. Je suis en fait en train de chercher sa présentation. Mais en fait, disons, cet étudiant était un peu particulier. Il était fort, quoi. Le gars, il a inclus de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il a fait Navier-Stokes et intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est un cas rare qui vient tous les 10 ans, peut-être. Mais moi, personnellement, peut-être, je vous déconseille de travailler avec Navier-Stokes. Sincèrement, car c'est trop compliqué pour vous. Ça sera trop compliqué. Sauf si toi, vraiment, tu maîtrises bien, tu es fort. Enfin, tu vas peut-être intégrer X ou je ne sais pas moi, Centrale Paris, même Paris. Là, c'est une autre histoire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà, je vous montre la présentation de Saifeddin Bakkar. En fait, Saifeddin Bakkar, il a eu aussi la chance d'aller faire une expérience à l'IPEST.
En fait, nous avons quand même quelques chanceux à esprit prépa qui partent là-bas. Bon, bref. Bon, ça c'est amélioration de transport aérien. Saïf Eddine a intégré à Centrale Paris. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Là, c'est l'équation d'Navier-Stokes. C'est bon, j'espère que tout le monde est en train de voir. En fait, c'est une équation hyper compliquée. Hein. Il y a un terme non linéaire, V scalaire grade appliqué à V. Bien évidemment, un terme dissipatif, la dérivée de V par rapport au temps. Gradient de P, c'est les forces volumiques de pression, ρ G, le poids, et mu laplacien de V. Mu, c'est une viscosité dynamique, la viscosité du fluide, avec un laplacien. Vraiment, c'est l'horreur, hein, c'est une équation hyper compliquée. Hein. Bon, nous avons essayé de simplifier cette équation avec une transformée de Joukowski. Déjà, moi, je trouve du mal à expliquer la transformée de Fourier. Lui, il a travaillé sur la transformée de Joukowski. Bon. Puis, il a fait une expérience. Hein. Ça, c'est une soufflerie qui se trouve à l'IPEST. On trouve ici, là, on voit l'aile, une aile d'avion. Hein. Voilà. Là, attendez, là, je vous montre. En fait, bon, ça, c'est une forme profilée qui modélise l'aile d'un avion. Là, on trouve, en fait, c'est comme un sous-marin, hein, comme un sous-marin nucléaire. Et ça permet de mesurer les deux forces, la force de portance et la force de traînée, d'accord? Puis, bon, et c'est pas arrêté ici à Safe. En fait, il a fait une résolution numérique, hein, une résolution. Là, on voit bien la discrétisation. Regardez le schéma numérique, très compliqué. Il a fait une résolution numérique, puis, à la fin, il a appliqué en fait un réseau de neurones, intelligence artificielle, pour trouver le meilleur profil. Donc en fait, finalement, on a trouvé que le meilleur profil qui va minimiser, peut-être c'est faux, hein, peut-être c'est du n'importe quoi, mais c'était un résultat vraiment honorable. C'est un étudiant en classe prépa qui a attaqué l'équation de Navier-Stokes analytiquement, numériquement et avec l'intelligence artificielle. Bon, après, bon, il a intégré Centrale Paris, rien à dire. Hein. Mais je ne sais pas, moi, en fait, c'est trop compliqué. Est-ce que tu vois, Mahdi, c'est pas facile. Hein. Je ne sais pas. Oui, monsieur, c'est bon. C'est juste une question de fait, par exemple, que nous sommes au niveau moyen de travail, par exemple, nous dire le maximum possible au niveau de travail. Est-ce que, par exemple, dire les hypothèses difficiles ou la كاينش معناها نحن كونفيون على الاخر انه نحن نستخدمهم بصح وقت نزيدهم des hypothèses difficiles. Ok. Oui, Mahdi, très bien. En fait, parfois, on peut commencer un petit peu pour faire des choses. Et à la fin, on n'arrive pas à réaliser les objectifs. Le fait d'échouer, c'est-à-dire l'échec final, ne pénalise pas le candidat. Si toi, tu vas expliquer, en fait, à la fin de la journée, personnellement, je ne m'attends pas d'un étudiant au niveau Bac plus 2 de me démontrer un théorème mathématique. On n'est pas en 1900, on n'est pas en fait au début du siècle passé. Hein. Vous êtes des étudiants en classe prépa, oui, c'est vrai, vous êtes en classe impitoyable, ok, avec un niveau bien déterminé, je suis content pour ça, c'est bien, mais un petit peu ce n'est pas un travail de recherche scientifique. Si toi, en fait, tu vas appliquer des hypothèses et tu vas arriver à certains résultats, ok, puis tu veux en fait complexifier ces hypothèses et pour obtenir des modèles plus compliqués, et finalement, tu n'arrives pas, vu peut-être la complexité liée aux algorithmes informatiques, ou bien liée aux mathématiques, et ben tu expliques ça au jury. Ça rentre dans la démarche scientifique. C'est-à-dire, dans la démarche scientifique, tous les projets n'atteignent pas leur finalité.
il y a des projets qui échouent pendant la réalisation. C'est tout à fait normal. Même, en fait, même dans les projets technologiques. Hein. C'est-à-dire, parfois, on commence à construire un pont, et pour X raisons, le pont peut tomber, peut se détruire, tu vois. Donc, le jury français, en fait, attend que l'étudiant tendait, voilà. À quoi reconnaît-on un bon sujet de type E? Un sujet de type E, c'est un couple composé d'une question et d'une réponse concrète. C'est-à-dire, dans la problématique, tu poses une question, puis, à travers ton travail, pendant toute l'année, tu vas essayer de répondre à cette question. Puis, si tu n'y arrives pas, bon, je continue quand même à lire. C'est un sujet où l'on peut déterminer en amont une loi phénoménologique, petit travail théorique, qui n'a pas besoin d'être compliqué, et ensuite montrer une ou plusieurs expériences pour mettre cette prédiction théorique à l'épreuve des faits. Bien évidemment, quand je dis expérience, on peut remplacer les expériences par des simulations numériques. Python. S'ensuit donc un travail de conception de l'expérience, ou bien d'écriture de code, puis un travail de vérification. En fait, là, si votre sujet ne permet pas de monter une expérience, c'est que vous n'avez pas choisi un sujet admissible. Bien évidemment, ça c'était avant. Maintenant, une expérience peut être remplacée par une simulation numérique. Cela dit, Mahdi, tu peux choisir un sujet très compliqué, mais il faut que tu assumes ton choix. C'est-à-dire, car n'oublie pas, le jour J, le jury va te bombarder avec plein de questions. Je vous conseille quand même de choisir un sujet. Quand même, vous êtes en classe, un pays-toi là. Il y en a parmi vous qui vont intégrer X, Centrale Paris, MIM Paris, j'espère pour vous. Je l'espère aussi pour vous. En fait, essayez de choisir des sujets honorables à votre niveau, mais pas très compliqués. Mais de telle façon que si on te pose, enfin bien maîtrisé, si on te pose une question sur le sujet, eh ben, tu peux faire les liens entre les différents points abordés et tu peux trouver une réponse. Je ne sais pas, est-ce que j'étais un peu clair, enfin, est-ce que j'étais clair ou pas? Oui, monsieur, merci beaucoup. Ouais. Après, pour Navier-Stokes, sincèrement, Olivier Kouassi, je lui dis, Olivier, tu ne travailles pas sur Navier-Stokes, c'est très compliqué. Bon, il veut, hein, c'était son choix personnel, je ne peux rien dire. Saïfeddin Bakar, il m'a dit, non, monsieur, moi, je veux un sujet de très, très haut niveau. Bon, il a assumé son choix, il a travaillé, et c'était des résultats, disons, honorables. Hein. Mais on a quand même trouvé des difficultés pour réaliser l'expérience. C'est-à-dire, il a dû attendre quelques mois pour accéder à un laboratoire. Par exemple, on a réalisé les simulations numériques à la fin, car c'était très compliqué. N'oubliez pas que vous avez des épreuves écrites à préparer. Voilà. Voilà, donc, encore une fois, moi, je suis ici pour, disons, pour les sujets physique, chimie, physico-chimie, physique informatique, chimie informatique, physico-chimie informatique. Bon, pourquoi pas maths, physique informatique. Après, pour la partie mathématique, je pense qu'il y a Amin Ben Amar qui va vous aider. Après, pour l'informatique, je peux vous donner des idées, mais enfin, pour des sujets théoriques en informatique, style la cryptographie, l'arithmétique, sont des sujets maths info. Bon. Mais, y a-t-il d'autres questions? Monsieur, est-ce que là, je peux nous proposer des idées pour là, monsieur, Oui, bien sûr, Mahdi, bien sûr. En fait, n'oubliez pas, ce n'est que la première séance. En fait, moi, pendant la première séance, je parle beaucoup. J'essaie de montrer, pendant la première séance, j'essaie de montrer les ressources pédagogiques pour les étudiants. Mais après, il y aura des séances en fait d'encadrement individuel. C'est-à-dire,
je commence à ouvrir un canal de communication directement avec toi ou avec tes amis pendant 15 minutes. En fait, on va diviser le temps de manière équitable. Et pendant ces séances d'encadrement individuel, vous pouvez, c'est-à-dire me dire, monsieur, moi, je travaille sur ce sujet, comment je fais, comment… Je sais que tout le monde ne veut pas divulguer ses idées, ouais, tu as raison. Mais à partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire ça. D'accord? Ok, monsieur. Ben. Sinon, Mohamed Youssef, Razi, Noah, Iheb, Goï, Abel. Déjà, félicitations, hein, vous êtes en classe 1 toi. Pas mal. Ah, je suis content pour vous. Hein. Merci. On arrive quand même à envoyer des étudiants en fait dans des très très bonnes écoles. Hein. Donc, est-ce que tout est clair? Tout était clair? Oui, monsieur. Après, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous envoyer tous ces documents par email. La présentation aussi, hein, cette présentation, ce petit document qui explique ce que n'est pas un type E, un sujet à la mode, un exposé, la conception d'un produit, ce qu'est un sujet de type E, peu importe quel le sujet soit, enfin l'originalité, hein, c'est une question récurrente, tout le monde me parle de l'originalité. À quoi reconnaît-on un bon sujet du type E? Donc vous allez lire tout ça. Et voilà, bon, s'il n'y a pas de questions, peut-être, voilà, je vous dis alors à la semaine prochaine. Hein. Monsieur, les dates limites نتاع المسيوتي وكل شيء وقتاش بالضبط؟ Voilà, On n'a très pas bien. suivi ta Une belle question. question. Comment? J'ai pas suivi sa question. Ah oui, ok, nickel. Pour les dates limites, en fait, à partir du 18 janvier jusqu'au 8 juin, on remarque que cette année, le jury français a augmenté les délais. Avant, la fenêtre, c'était un mois. 18 janvier, 18 février. Maintenant, vous avez en fait du 18 janvier jusqu'au 8 juin, vous avez le temps pour saisir un titre, saisir les 2 paragraphes, ancrage et motivation, et rédiger les 3 pages, c'est-à-dire la bibliographie commentée, le positionnement thématique, les mots-clés en français et en anglais, les références, la problématique et les objectifs. Surtout les objectifs. Attention aux objectifs. À partir du 29 mars jusqu'au 8 juin, en fait, là, vous avez ce qu'on appelle la présentation. Il faut téléverser la présentation et ce qu'on appelle le déroulé opérationnel du type E. En fait, c'est un truc, je vous expliquerai ça après. En fait, là, pour l'instant, je suis très concentré sur le choix de sujet, titre, 2 paragraphes et bibliographie commentée. Voilà. Donc, voilà. Et après, ne me dites pas, enfin, le 18 janvier, c'est donc combien? Novembre, décembre, c'est à peu près dans 3 mois. Mais pour moi, c'est demain. Car je sais que le temps passe vite. Vous êtes en train d'étudier peut-être la topologie, bientôt l'électromagnétisme, les équations de Maxwell, et les choses se compliquent. Donc, je vous conseille quand même de travailler le type E 1 heure par semaine, hein, samedi soir. Oui, Ndouop, oui. Allô, Ndouop, tu m'écoutes? Apparemment, il est... Oui, monsieur. Oui, dis-moi, est-ce que tu as une question? Non, non, j'ai pas de question. Juste que quand mon camarade a posé une question, j'ai pas suivi. La dernière question. En fait, la question, elle m'a demandé les dates limites. Les dates limites, voilà. D'accord. D'accord, ok.
Ok, ben voilà, donc je vous souhaite donc un bon dimanche et voilà, à la semaine prochaine, quoi. Ah, ciao, bye bye. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir.